Oui, donc toujours Philippe Vasseur, Mémoire édition. Je voulais attendre à quelques jours avant de pouvoir faire un débrief sur ce Tour de France 2021, si particulier. Après, tous les Tours de France sont particuliers, mais c'est vrai que là, il y a pas mal de choses à dire. En même temps, plus à ressentir qu'à dire. Je reprendrai la phrase qu'a écrite un de mes amis là sur Facebook. Il se reconnaîtra s'il a l'occasion de regarder cette vidéo. Il parle d'un amour mal rendu, une utopie, une chimère. Ouais, c'est un peu ça, je trouve, le Tour de France de cette année. Alors, c'est pareil, avant de faire un débrief, je voulais aussi aller voir, écouter, parce que nous, on est toujours de l'intérieur. On est des gens de l'intérieur. Moi, voilà, même si j'ai écrit 2 livres, je l'ai écrit sur le cyclisme, je l'ai écrit côté fan. Alors j'ai dit intérieur, excusez-moi, je suis plutôt extérieur. Moi, j'ai jamais été dans le milieu, j'ai jamais eu une carrière, enfin, j'ai jamais été dans des équipes, ni même journaliste. Donc, c'est vrai que nous, on a toujours une vue extérieure en tant que fan, en tant que passionné, même parfois hein, en tant que certains qui relaient des informations, qui font des analyses sur Facebook, comme moi. Bon bah qui sont toujours très intéressantes, mais on reste malgré tout des personnes extérieures et on ne peut que se contenter de ce que l'on, de ton, ce que l'on veut nous informer, quoi. Hein, alors, il faut évidemment aller chercher l'information. Alors moi, ces derniers temps, je suis allé chercher l'information auprès de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a un humour un peu décalé, qui est pas toujours bien vu, mais qui lui a vraiment un vécu. Moi, je trouve que ce gars-là, quand même, il a un vécu. Il a été entraîneur. Chez Festina, en plus il a été entraîneur vraiment là, dans l'époque la plus sombre. Hein. Il a vu ce qui s'était passé, hein, à l'insu de son plein gré, on va dire, parce que lui, il n'était pas directement impliqué je dirais, dans la machine. Je veux parler d'Antoine Veillère. Hein. C'est quelqu'un qui dérange, qui dit ce qu'il pense aussi. Et donc je suis allé voir sur son site ce qu'il a dit. Et notamment, j'ai lu un très bel article qu'il a écrit la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. J'ai mal à mon tour. Euh, voilà, je suis allé également. Alors, j'ai vu, si vous avez l'occasion, Philippe Brunel, excellent journaliste. Hein. Enfin, il n'est pas vraiment journaliste à la base, il est grand reporter. Franchement, c'est un monsieur, quoi. Enfin, lui il a baigné dedans et c'est un passionné. Hein. C'est vraiment un passionné de cyclisme. Hein. Quand il en parle, il le vit, hein, le cyclisme. Et on voit bien sa vision actuelle des choses. On sent qu'il y a des choses qui sont galvaudées et on le sent aussi dans ce qui peut être dans ce qui peut être apporté. Bon, on a eu effectivement cet article Ouest France de ces 3 coureurs ces 3 coureurs qui auraient fait leur enquête parce qu'il y a des bruits bizarres dans les roues arrière de vélo. Voilà, tout ça fait que effectivement il y a un climat très délétère, hein, je pense. Hein. Nous, comme je dis, moi je suis extérieur, mais je pense qu'à l'intérieur le climat est très délétère. Hein. On avait vu l'énervement de Julien Jourdi, un des cadres d'AG2R, à la veille de l'arrivée du Dauphiné libéré, hein, par rapport à ce jeune Ukrainien qui s'était envolé 2 fois sur les étapes reines du Dauphiné libéré. En même temps, on se dit, bon, s'ils ont des choses à dire, qu'ils le disent. Mais c'est peut-être pas si évident que ça. On a vu hein, Christophe Basson, il a testé hein, il y a 20 ans. Hein, il a vu ce que ça a pu donner. Hein. On met facilement ceux qui veulent faire découvrir la vérité. On peut mettre facilement ces gens au banc. Hein. On a vu Christophe Basson, on a vu Jacques Glassman au moment de l'affaire OMVA, un petit parallèle avec le foot. Hein. Voilà, tous ces gens-là qui se dérangent, on les met de côté et puis on les décrédibilise. Hein. C'est tellement facile.
Alors après, voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, alors oui, c'est marrant, j'ai écouté parce que j'ai lu l'interview de Pierre Rolland, qui fait sa petite analyse aussi, lui aussi, hein, de son Tour de France, hein, qui reconnaît qu'il est un peu passé à côté. Mais quand on lit entre les lignes, c'est assez amusant quand même. Bon, il parle effectivement des vélos qui vont de plus en plus vite, quoi. Voilà, les vélos qui vont de plus en plus vite et que pour aller moins vite, il faudrait peut-être changer les vélos, quoi. Enfin, bon, voilà, quand on lit ça, c'est... Alors, malgré tout, il y a eu des moments où on a pu vibrer. Moi, Van Der Poel, il m'a beaucoup plu. Même il a fichu un peu le bazar la première semaine, même sachant qu'il allait partir donc dès le dimanche. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je trouve qu'il m'a bien plu. Le vainqueur, bon, on peut parler du vainqueur, hein, Pogacar. Bon, c'est vrai que je reviens à Antoine Veillère. Allez lire son article, hein, il est vraiment très bien. Antoine Veillère, il se base sur vraiment sur des résultats algébriques, hein. Donc là, clairement, il dissèque les watts par ascension, hein, par col escaladé. Effectivement, faut savoir, alors faut quand même savoir une chose, hein, donc ça c'est les faits. La moyenne du Tour de France de cette année, donc c'est 41 km/h, hein. C'est la même moyenne réalisée en 2000 ou en 2001, je ne sais plus, enfin, par l'un des tours remportés par Lance Armstrong. C'est-à-dire que depuis 20 ans, le peloton n'était jamais allé aussi vite, alors que les kilomètres sont les mêmes, les dénivelés sont quasiment les mêmes. Donc voilà, euh, ça c'est un fait, hein, on ne peut pas le discuter. Euh, Après, effectivement, Antoine, il dissèque les watts, et là c'est vraiment très très intéressant, et on voit qu'effectivement sur un enchaînement, même si alors au niveau du temps réalisé sur l'escalade du col de la Colombière, euh, il n'a pas explosé non plus les meilleurs chronos, Pogacar, hein. Dan Martin avait, semble-t-il, et même Romain Bardet avait fait un meilleur temps. C'est l'enchaînement qui interroge, quoi. C'est l'enchaînement col de Rome, donc l'attaque dans le col de Rome, puis après être capable d'enrouler dans la Colombière comme il a pu enrouler, et ensuite dès le lendemain sur une étape très 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 difficile dans des conditions apocalyptiques, d'en remettre une dans la longue ascension finale vers Tignes, hein, ouais c'est ça. Donc alors voilà, après moi j'étais mais quelque part on a l'impression d'être un peu en tant que fan un peu manipulé parce que l'étape du Ventoux, Vingegaard, il attaque et on sent que l'autre il grimace derrière. Et en fait, beaucoup disent que ouais, c'était du théâtre en fait. C'est triste, c'est vrai, enfin si c'est vrai, hein, attention. Hein, moi j'ai pas d'éléments, je vais pas faire de révélation. Mais si c'est vrai, c'est triste. Enfin, moi, je me mets à la place. Alors, du coup, je vais en profiter pour faire une petite allusion. Me mettre à la place d'un jeune qui est fasciné, comme un jeune a pu être fasciné par Armstrong à ses débuts, quand il gagnait les Tours de France à partir de 99. Aujourd'hui, il est fasciné par Pogacar. Et puis si il apprend dans 2, 3 ans que Pogacar, bah voilà, soit il avait un vélo un peu particulier, ou soit il prenait des choses illicites pour aller plus vite que les autres, bah le mythe il s'effondre, quoi. Alors c'est bien joli d'essayer de masquer tout le temps ce phénomène de dopage en disant que bah écoutez oui, mais non, mais en même temps les gamins ils rêvent auprès de vedettes qui pensent que voilà ils font leurs exploits le plus proprement possible. Donc effectivement, s'il y a Anguille sous roche en 2020, comme il y a pu y avoir en 2000, faut peut-être pas attendre 7 ans cette fois-ci pour faire quelque chose. Parce que avec Armstrong, malheureusement, c'est ce qui s'est passé, quoi, hein. Alors, on a vu qu'effectivement en 2010, les moyennes, les watts étaient revenus à des proportions plus mesurées, hein, plus raisonnables.
Mais bon, après, voilà, faut pas se voiler la face, hein. Je pense pas que du jour au lendemain, ça s'est totalement arrêté, tout ça. Mais je pense qu'il y avait quand même, voilà, par rapport à l'époque Armstrong, a été vraiment pour les cyclistes passionnés et pour ceux qui éventuellement auraient voulu s'intéresser au Tour de France. Pour moi, elle était nocive à terme, hein. Elle a été nocive, faut pas rêver. Alors si je pense qu'on a une image à défendre, le cyclisme a une image à défendre, donc voilà, il faut, si le verre est dans le fruit, effectivement, faut faire vite là, faut faire vite, parce que les gens, ils vont passer à autre chose, hein, ils vont passer au tennis, ils vont passer au foot. Les gamins, ben déjà le cyclisme, bah, c'est minimum quoi, c'est 200 kilomètres par semaine, hein, pour être au top le dimanche, hein, sur une course. Je sais de quoi je parle puisque moi j'étais cadet junior. Donc, voilà, hein, faire ses 200 bornes dans la tête, faut y aller quand même, hein. Si le gamin, en plus, on lui dit, bah écoute, de toute façon, t'auras pas le choix, faudra que tu te dopes, ou alors, bah attends-toi à ce que devant, il y a des gars, tu pourras jamais les suivre, ou tu pourras jamais les tacler ou les dépasser, hein. Bah, c'est mort. Il y a eu plein de coureurs comme ça qui ont été sacrifiés, entre guillemets, hein. Moi, je pense des gens comme Moncoutier, comme Sandy Cazard, qui avaient vraiment des talents et qui n'ont bon, qui n'ont pas eu le palmarès qu'ils méritaient, hein, concrètement, parce qu'ils n'étaient pas dans les bonnes époques. Je pense aussi à John Gadret, hein, donc voilà. Alors c'est pour ça, faut pas. Je pense que faut faire vite. Après le Tour. Alors on va parler quand même un peu de la question sportive quand même, hein, moi. Donc moi j'ai dit que j'ai bien aimé Van Der Poel. Moi j'ai bien aimé Alaphilippe, hein, on l'a critiqué, mais Alaphilippe, bah lui, il a gagné sa première étape, il a décroché son maillot jaune. C'est vrai que dès la première étape des Alpes, on aurait pu dire, bah mince, il se fait décrocher, c'est foutu, il gagnera jamais le Tour de France. C'est ce que moi le premier, je me suis dit ça. Après, il a attaqué, même sur une étape de plat, il a attaqué. Bah oui, il s'est grillé, mais bon, il était devant. Moi, il a vraiment fait honneur à son maillot, et puis il a aidé son équipe. Faut voir le boulot qu'il a fait pour son équipe, quoi. Et ben, pour moi, ouais, pour moi, il a fait un beau Tour de France, même s'il était un peu cuit, hein. Et puis bon, bah évidemment, alors, Wout van Aert, on peut en parler de Wout van Aert. C'est pareil, on sait pas non plus, mais moi, Wout van Aert, par contre, il m'a beaucoup plus intéressé que Pogacar et Vingegaard, par exemple, hein, très clairement. Même s'il fait 78 kilos et qu'il monte deux fois le Ventoux en tête, et que ensuite il gagne un contre-la-montre et qu'il gagne au sprint sur les Champs-Élysées, moi je trouve ça énorme, hein. Je pense que dans une entreprise, on n'aurait pas une telle polyvalence. Donc voilà. Mais en plus, bon, voilà, il a une bonne tête, il a l'air gentil, il avait ses deux petites filles dans les bras là au podium. Enfin, je sais pas si c'était un garçon, mais enfin, il en avait deux petits. Bah, en même temps, il a l'air super sympa et c'est un super coureur, quoi. Donc lui, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Wout van Aert, voilà. Il est moins robotique entre guillemets que Pogacar. Bon, après, voilà, c'est chacun a des avis personnels, hein. On aime ou on n'aime pas. Euh, Vingegaard, après, voilà, après, allez voir l'article, allez voir ce qu'il en dit Antoine, hein, Veillère, hein, voilà, c'est quelqu'un qui l'année dernière ne faisait quasiment aucun résultat, hein, et là, depuis le Tour des Émirats Arabes Unis en février, monte vraiment en pression. Après, il y a peut-être voilà, hein, il y a peut-être une explication rationnelle, hein, mais Vingegaard en même temps, il m'a pas. Je me suis dit après le coup du Ventoux, bah il va essayer de faire sauter, Pogacar. En fait, il n'en a rien été, hein, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Après, là, je suis allé voir le classement UCI. La France est deuxième derrière la Belgique pour l'instant, hein. Ils ont 11 000 points, je crois. La Belgique a 12 000.
Bon, bah, évidemment, il y a la petite Moldavie, hein, Moldavie, excusez-moi, la Slovénie qui arrive, hein, pas loin derrière, évidemment, hein, puisqu'ils ont quand même un peu les quatre fantastiques, hein, Roglic, Tratnik, Mohoric, qui a gagné 2 étapes, puis Pogačar, évidemment, hein, cette petite nation. Après, bah, effectivement, si elle s'en sort aussi bien, faut peut-être aussi qu'ils nous donnent, enfin, où aller chercher, enfin, les entraîneurs français, je sais pas moi. À aller prendre les conseils techniques. Forcément, il y a des écoles de cyclisme là-bas, il y a des clubs, voilà, voir comment ils s'organisent, comment ils procèdent pour les détections et tout ça, ça peut être intéressant. Donc ça veut dire, voilà, même si les Français n'ont pas brillé, n'ont pas gagné, eh ben oui, bah, on est toujours la deuxième nation quand même, hein. Faut pas s'en satisfaire, mais ça veut dire que on est là. Euh, et puis qu'il y a, il y a du potentiel, il y a du potentiel, c'est sûr. Donc faut pas baisser les bras et puis faut être attentif aussi. Et je pense que il y a des choses qui peuvent forcément s'améliorer. Moi, j'ai quand même envie de rester optimiste, hein. J'ai quand même envie de rester optimiste par rapport à tout ça. Voilà, c'était mon dernier post. À bientôt.